Parfois, j'ai des allumés qui écrivent à mes enfants sur les réseaux sociaux pour me viser moi. Et ça, c'est absolument insupportable parce que mes enfants, qu'on leur foute la paix. Alors, ton mari est de confession catholique, tu es de confession Alors, il ne faut juive. jamais dire ça. Mon mari, sa famille est de confession catholique. Lui, il est rien. La radiothérapie, pouf, ça te plombe. Tu as des semelles aux pieds parce que tous les jours, à la même heure, tu dois être à l'hôpital pour faire ta radiothérapie. Donc, tu perds cette liberté. Et puis c'est glauque, en fait, il faut le dire, quoi. Et puis après, l'hormonothérapie, bah, c'est parti. Tu sais que ça réduit le risque, donc ça vaut le coup. C'est fatigant. Moi, ça m'a ménopausée, donc ça te donne des bouffées de chaleur, des courbatures, des insomnies, enfin la totale. Ça n'avait jamais posé de problème à personne. Et tout d'un coup, ça s'est transformé en « elle a volé l'élection », ce qui était complètement faux. C'est le fameux drapeau brandi par Sébastien Delogu qu'il avait sorti dans l'hémicycle pour affirmer son soutien à la Palestine. En réponse à son geste, c'est vrai qu'il a eu la plus haute sanction, 30 jours d'exclusion de séance. Si un député avait brandi un drapeau israélien, est-ce qu'il aurait eu la même sanction? Et enfin, qu'est-ce que tu prévois pour 2027? Justement, Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Donc Yaël, tu es présidente de l'Assemblée nationale, tu es le 4e personnage le plus important de l'État et c'est la première fois dans l'histoire de notre Constitution qu'une femme a cette place. D'ailleurs, à ma place, c'est le titre que tu as choisi d'attribuer à ton livre paru aux éditions Buchet-Chastel. Cette notion de place en tant que présidente de l'Assemblée nationale, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que citoyenne, on va l'aborder tout au long de cette interview. Mais avant, j'avais envie, Yaël, de te fredonner ce petit air pour que tu me dises ce que ça t'évoque. Se met-il à ma place quelquefois quand mes ailes se froissent et mes îles se noient? Et la suite des paroles, c'est « Je plie sous le poids de cette moitié de femme qu'il veut que je sois. Je veux bien faire la belle, mais pas dormir au bois. Je veux bien être reine, mais pas l'ombre du roi. Faut-il que je cède? Faut-il que je saigne ?» Ce sont bien sûr des paroles extraites d'une chanson sortie en 2001 de Zazie et Axel Bauer. Oui, je voulais savoir quelle résonance cette chanson à ma place. J'ai toujours adoré cette chanson. Ça fait partie des quelques chansons que j'aime écouter en boucle. Et j'aime bien aussi celle « Éteins la lumière » d'Axel Bauer, qui est absolument géniale, qui a beaucoup d'énergie. Et j'aime particulièrement les duos. En fait, c'est exactement ça. C'est se dire en fait, que chacun doit pouvoir trouver sa place. Et sa place, ce n'est pas celle des autres. Ce n'est pas celle que les autres imaginent pour vous. Ce n'est pas celle à laquelle on vous assigne, mais c'est vraiment votre place. Et votre place, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. C'est pas forcément quelque chose de prestigieux ou quelque chose d'important, mais simplement essayer de réussir à trouver dans la vie ce qui vous correspond, ce qui correspond à ton caractère, ce qui correspond à tes aspirations, à tes convictions, pour justement se sentir bien, se sentir aligné avec soi-même. Je crois que c'est très important dans la vie de pouvoir être aligné avec soi-même. Et je crois que moi, et je pense que c'est évolutif aussi, qu'on n'est pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et donc, il faut accepter aussi qu'être à sa place, eh bien, ce n'est pas la même chose à 20 ans qu'à 50. Et être à sa place aussi, ça crée aussi une résonance par rapport à son histoire, par rapport au passé. Le début de ton ouvrage « À ma place », il est très fort. Le prologue s'appelle « Une histoire républicaine ». Je me permets de te lire quelques lignes. Kallmann ignore encore que sa famille restée en Pologne a été enfermée dans un ghetto, puis envoyée à Auschwitz. Ses frères, ses sœurs, ses neveux et nièces, 28 personnes au total. Ils seront tous gazés, puis brûlés dans des fours crématoires. Lorsque la guerre s'achève enfin, Kallmann, Rose et leur enfant entrent chez eux à Nancy. Kallmann reprend alors ses ciseaux. 3 ans plus tard, ce Français de cœur devient Français tout court, ainsi que Rose et Alfred. La naturalisation récompense son engagement volontaire au service de la France. Ce pays qu'il a adopté l'adopte à son tour. Il y vivra toute sa vie, aimant la France, qui l'avait accueilli de tout son cœur, lui, l'orphelin polonais. C'est une histoire républicaine. Qu'est-ce que ton histoire, Yaël Braun-Pivet, elle dit des possibilités qu'offre la France, qu'offre notre pays? Elle dit beaucoup. Elle dit déjà que la France, contrairement à ce que certains disent, est un pays qui accueille
qui est un pays qui protège. Et ça, c'est important. C'est notre tradition universaliste, issue de la Révolution française. Et je crois que c'est important de le rappeler aujourd'hui face à certains hommes et femmes politiques qui prônent l'exclusion, qui prônent le repli sur soi. Ça n'est pas notre histoire. Ensuite, ça veut dire que lorsqu'on aime la France, on est capable de se battre pour elle. Mon grand-père, Kallmann, aimait la France. Il a été accueilli en France. Et lorsque la guerre arrive, il s'engage alors qu'il n'est pas français. Il s'engage en tant qu'étranger, mais pour combattre pour la liberté, pour une cause qui lui est chère et qui lui est supérieure. Et ça, c'est important. Il faut savoir, et c'est ça aussi qu'il faut enseigner à nos jeunes, c'est savoir se battre pour quelque chose auquel on est vraiment attaché. Et quoi de plus beau que l'attachement à son pays. Et puis, ça montre qu'on peut s'intégrer et qu'on peut grandir, parce que la République, elle permet cela. Elle permet, et c'est notre modèle social, c'est l'accès à l'éducation qui, dans notre pays, est gratuite. Et moi, j'ai fait toutes mes études gratuitement, puisqu'après, j'ai été à la faculté qui n'est pas payante. Ça montre que l'on peut se construire un chemin, se construire un destin dans notre pays. Hier et maintenant, notre travail, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, ça puisse être le cas. C'est cette fameuse promesse républicaine que nous devons faire vivre et qui est, je crois, intimement liée à ce qu'est la France. Il faut faire preuve souvent de résilience pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Et tu t'étais confiée sur le plateau de C'est à vous, justement, vu qu'on parle de famille, en disant « Ma maman était une enfant battue. Elle a eu le courage, à plusieurs reprises, de se plaindre à la police. Et à chaque fois, on la ramenait chez elle. Et à chaque fois, elle se prenait une escalade de coups parce qu'elle était allée porter plainte. » En quoi l'histoire de la jeune fille et de la femme qui était ta maman a eu une incidence sur celle que tu es devenue, sur celle que tu es aujourd'hui? Ma mère m'a montré qu'il fallait se battre, qu'il ne fallait pas céder, qu'il fallait être acharné et qu'il fallait parfois le faire alors que c'était douloureux pour soi-même. Elle n'a jamais, vous voyez, elle était très résiliente, elle a coupé complètement les ponts avec cette famille maltraitante. Pour autant, c'est quelque chose qui est resté très douloureux pour elle. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on efface les sentiments, mais en revanche, qu'on doit être capable dans la vie, par moment, d'avancer sur un chemin qui est difficile, qui est douloureux, mais qui est le chemin finalement de la survie. Et ma mère m'a appris ça et à être capable parfois de prendre des décisions dures et douloureuses, mais parce que c'est celles qu'il faut prendre, et à être capable d'avancer envers et contre tout. Et elle, ça l'a sauvée, donc ça vaut le coup. Ce qui m'a marqué, c'est que dans ton ouvrage, À ma place, quand tu parles d'éducation, quand tu parles de tes filles, tu dis « j'ai élevé mes filles en battantes ». Tu utilises le mot « battante ». C'est le champ lexical quelque part de la guerre. Est-ce que ça signifie que n'être femme encore aujourd'hui, c'est un combat de chaque instant? En fait, je les ai élevées, effectivement. En fait, je leur dis souvent, j'aime pas, et je suis contente parce qu'elles ne le sont pas. Vous savez, les chichiteuses, un peu, c'est les filles qui chipotent, etc. Moi, j'aime bien que mes filles, comme moi, comme ma mère, comme ma grand-mère, voilà, elles sont dures, elles sont dures au mal, elles sont courageuses, elles sont fonceuses, etc. Et en fait, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, en fait, mais on a besoin aussi d'élever les garçons comme ça. Hein. Je n'ai pas vraiment fait de différence entre mes filles et mes garçons, mais quand même, le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde facile. Et donc, il faut être capable de se dépasser, de se lever le matin, de lutter, de savoir ce qu'on veut et de savoir aussi être capable parfois d'utiliser des chemins de traverse pour arriver à ses objectifs. Et donc, j'ai appris à mes enfants, mais c'est vrai à mes filles en particulier, à être de ceux qui se lèvent en ayant cette envie de se battre et de conquérir les choses. Ça ne vient pas tout seul dans la vie. D'ailleurs, tu dis qu'à la maison, il y a un partage des tâches qui se fait dans une stricte égalité. Tu dis en général, le premier qui rentre fait la cuisine pour les autres. Ouais. Comment ça s'est installé? En fait, au début, quand ils étaient petits, j'avais fait des tableaux de tâches. Et donc, on avait réparti du lundi au dimanche, mettre la table, faire la vaisselle, etc. Et c'était réparti entre les 5 enfants de façon strictement équitable. Et donc ça, bien sûr, ça a marché quand ils étaient tous les 5 à la maison. Maintenant, ils vont, ils viennent, donc c'est différent. Et c'est vrai qu'on a adopté ce principe qui montre que
Et là, pour le coup, on ne l'a pas forcé, il n'y a pas de tableau, mais c'est vraiment spontanément. Celui, le premier qui arrive, en fait, s'occupe du collectif. On n'est pas dans une démarche individuelle à la maison. Il y a 5 enfants, mon mari et moi, on est 7 à vivre à la maison, et puis il y en a qui vont, qui viennent, etc. Et donc, c'est important que chacun mette la main à la pâte. Et voilà, tout le monde se met à la vaisselle, on met de la musique, donc on discute, etc. Donc, en fait, l'ambiance est bonne. C'est pas une corvée, en fait. Et donc, c'est ça qui est sympa. Et c'est léger, donc personne ne vient dire « Ah non, mais ça fait 3 fois que je fais la bouffe cette semaine, c'est plus mon tour. » Ça se fait très naturellement. Tu as toujours travaillé, initialement, tu es avocate pénaliste, ouais. Et pourtant, tu es partie suivre ton mari qui travaille pour L'Oréal, Vianney, en Asie. Vous avez vécu dans plein de pays d'Asie. Pendant 9 ans, tu dis dans ton livre que tu es passée de working girl à maman poule. Ouais. J'ai adoré. Comment tu as vécu ce changement radical? En fait, déjà, on dit j'ai suivi mon mari. J'ai pas vraiment suivi mon mari. C'est un choix qu'on a fait ensemble, de se dire on va partir à l'étranger. On avait envie de découvrir cette vie à l'étranger, qui est une vie qui te permet de te remettre en cause, de découvrir l'autre, de découvrir d'autres façons de faire, d'autres cultures et tout ça. Donc c'est absolument génial. Et puis j'avais envie, moi, de m'occuper des enfants. Et on avait 3 enfants, je passais ma vie à courir entre mon métier d'avocate, la vie de la maison, m'occuper des enfants, etc. Et j'étais très insatisfaite. Et donc, il y a un moment de notre vie où on s'est dit, en fait, c'est le moment parfait pour mon mari de vivre cette expérience à l'étranger dont il rêvait depuis toujours, pour moi de passer un peu plus de temps avec les enfants et de découvrir d'autres mondes. Et ça nous a permis d'avoir 2 autres enfants, puisqu'on voulait une famille nombreuse. Donc en fait, c'est un temps où j'ai pas eu le sentiment, tu vois, de me soumettre à quoi que ce soit. J'ai eu le bonheur, et vraiment, c'est quelque chose de génial. Et je rêverais que chacun puisse, justement, être à sa place au moment où il le veut, sans avoir ce jugement de la société qui dit « Ah non, une femme au foyer, c'est méprisable ». Et certains le pensent, ils considèrent que c'est pas la place d'une femme d'être à la maison. Mais en fait, quand bien même si elle a envie de consacrer quelques années à ses enfants, c'est formidable, c'est très bien. Les enfants, parfois, c'est bien pour eux d'être en fait juste élevés par des parents qui font ces choix-là. Moi, je ne juge jamais les choix des autres, mais qu'on ne vienne pas juger les miens. Et donc, moi, j'ai fait ce choix-là et c'était absolument extraordinaire. Mais quand on s'intéresse à ton histoire, quand on lit ton livre, on se rend compte qu'en plus, c'est un échange et pas forcément un sacrifice. Non, mais c'est ça, voilà. C'est pas du tout, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme un sacrifice. Parce que par la suite, quand toi, tu prends des responsabilités dans un domaine qui n'était pas le tien initialement, qui est celui de la politique, on voit bien que l'échange se crée naturellement et que ton mari fait ce que toi, tu ne peux pas faire à ce moment donné, à ce moment précis. On est vraiment... Mais il n'y a pas un calcul. Tu vois, on ne se dit pas à l'avance, je vais partir à l'étranger pour t'aider à réaliser ton rêve de travailler à l'étranger et en échange, plus tard, tu feras la même chose. C'est pas on n'a pas calculé, c'est pas donnant-donnant, ça s'est fait naturellement, mais ça s'est fait... C'est ça qui est chouette, c'est que le fait que ça se fasse naturellement, il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de reproche, il n'y a jamais de regard. Et en fait, c'est vrai que ni mon mari ni mes enfants ne m'ont jamais dit « Mais maman, tu rentres trop tard, tu travailles trop, tu n'es jamais là, tu as la grosse tête. » Enfin voilà, parce qu'ils sont vraiment au contraire. C'est voilà, tu t'es occupé de nous, donc maintenant, vole, vas-y. Tu l'as rencontré, tu avais 16 ans. Ouais, on ton était mari au Vianney. lycée. Ça s'est fait naturellement aussi? Ouais, on s'est rencontrés, on était en seconde et on a pas mal été turbulent en fait pendant notre adolescence, donc on s'est beaucoup amusé et ça a été effectivement très naturel et c'est une belle histoire. Il vous arrive parfois de vous poser et de vous dire « Mais tu te rappelles quand même quand on était en seconde et regarde aujourd'hui où t'es et regarde ce que je fais. » Moi, mais qui l'aurait cru en fait? Alors mon mari me dit toujours qu'il n'est pas étonné en fait. Ah oui, c'est vrai? Ouais, en fait, il est épaté et en même temps, il sait que voilà, je suis assez... je suis spontanée aussi et donc j'ose, je suis très audacieuse et donc en fait oui, en vrai ça l'étonne pas. Après on a beaucoup d'amis qui datent de cette époque et c'est rigolo parce qu'en fait j'ai le sentiment que non plus ils sont pas si étonnés que ça.
Alors, ton mari est de confession catholique, tu es de confession Alors, il ne faut juive. jamais dire ça. Mon mari, sa famille est de confession catholique. Lui, il est rien. Il est vraiment, il s'est très, très, très éloigné de la... Il ne s'apparente pas à une religion? Ah non, non, vraiment pas. Pour lui, d'accord. Bah, moi, je voulais savoir comment cette multiculture au sein de l'éducation, elle s'était faite. Est-ce qu'il y avait une religion qui prenait plus le dessus? En fait, la religion n'a pas de place à la maison parce que moi, on n'est pas croyants et on est très éloignés. Après, moi, ce que je voulais, c'était quand même que les enfants aient une connexion avec leur histoire familiale. Et donc, on célèbre 2-3 fêtes dans l'année, mais c'est tout. Et on est assez éloignés de la religion, mais très, très attentifs, en fait, à respecter les croyances, les non-croyances, les pratiques des uns et des autres. Voilà, c'est vraiment... Chacun fait un peu ce qui lui plaît. En revanche, on voulait vraiment ancrer quand même dans une histoire familiale. C'était très important pour moi, en fait. Et ça, j'aurais jamais sacrifié ça. Je trouve que c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on souhaite aller. Et c'était un sketch de Michel Boujna qui m'avait frappé quand j'étais enfant et qui explique, en fait, face à son fils qui suit un chemin et qui a un peu renié sa famille en suivant son propre chemin. Et son père vient lui expliquer qu'en fait, dans la vie, on n'a qu'un clou et qu'en fait, il ne faut pas passer sa vie à enfoncer le clou des autres, mais qu'il faut enfoncer le sien. Et en fait, j'avais été frappée par cette histoire. Et voilà, j'essaye d'enfoncer mon clou. En parlant de famille, tu écris dans ton livre que petite, tu étais très fière d'être un garçon manqué et tu dis mes filles sont très féminines et n'ont pas froid aux yeux. Pourquoi toi, Yael Braun-Pivet, tu étais fière d'être un garçon manqué? Est-ce que déjà petite, tu avais inconsciemment intégré qu'en prenant des codes masculins, ça te permettrait d'avancer, je ne sais pas, plus vite, de contrer des inégalités dans notre société? Peut-être, ouais. Moi, en fait, je me reconnaissais beaucoup dans l'action toujours. Donc moi, j'aimais jouer aux jeux de garçons, j'aimais courir, j'aimais sauter, j'aimais être dehors, j'étais agitée, j'étais assez turbulente comme enfant, très rebelle. Voilà, je bougeais beaucoup, j'étais un peu intenable, assez obstinée, etc. Donc ça correspondait voilà, à ce caractère qui n'a pas trop changé. Et là où je suis très fière, c'est que mes filles sont comme ça, tout en étant hyper féminines. Alors que moi, j'étais comme ça en étant pas féminine. La première fois que je me maquille, c'est quand j'entre en politique. En fait, je me maquillais jamais, même pour mon mariage, je me maquille pas. En fait, c'était pas. On te le reprochait, certains te le reprochaient? Non, c'était mon caractère. J'étais comme ça, en fait, et donc les gens me prenaient comme ça. Mais c'est vrai que j'ai évolué. Et en fait, quand je vois mes filles, je trouve que c'est génial parce qu'elles sont super belles et en même temps super audacieuses. Donc c'est parfait. Tu dis une phrase forte, moi qui m'a touchée, qui m'a marquée. Tu dis « Je ne m'étais jamais revendiquée féministe, je le suis devenue en étant politique ». Je voulais savoir quel a été le déclic dans ta carrière politique qui t'a permis de te revendiquer féministe. En fait, c'était dès le départ, c'est le fait que, alors qu'on était dans un groupe politique qui avait décidé de faire de la parité un de ses combats, et donc qui était strictement paritaire, tout de suite, quand je suis arrivée aux responsabilités, on m'a mis des bâtons dans les roues en me rappelant mon statut de femme. Et on me l'avait déjà rappelé pendant la campagne électorale où j'avais eu des tracts anonymes qui voulaient me renvoyer à mes enfants et à ma cuisine et à mes machines. Et en fait, très vite, on se rend compte dans ce milieu-là, qui est un milieu de pouvoir, que effectivement, les femmes ne sont pas complètement bienvenues. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est marrant parce que là, pour le coup, tu peux discuter avec toutes les femmes politiques, quel que soit leur bord, quel que soit leur âge, quel que soit leur parcours, elles ont toutes fait face à du sexisme crasse. C'est incroyable. Et c'est peut-être, ça a été pendant très longtemps un non-dit, ou alors on dénonçait simplement les moqueries, tu sais, sur la robe, la tenue, la voix, etc. Mais c'est beaucoup plus insidieux que ça. Et en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on a des grandes inégalités dans l'accession à la vie politique, au poste à responsabilité pour les femmes, mais on vit dans une société qui reste inégalitaire. Dans le monde économique, on est très inégalitaire. Dans le monde sportif, on est inégalitaire. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que ça cesse. Pour nos filles, justement, on ne peut plus accepter cela. On est en 2025. Et donc, c'est un combat que nous devons partager et qui est complètement transpartisan, celui-là. Et c'est ce que tu dis, que tu laisseras jamais rien passer par rapport à ça. Moi, j'ai été surprise
surpris de découvrir les déclarations du député républicain Robin Reda qui, en commission de loi, te dit « Vous pourriez être ma mère, merci pour ces rappels au règlement quasi maternel ». Franchement, est-ce qu'on aurait entendu « Merci pour ces rappels quasi paternels » ? Non, mais jamais de la vie, en fait. Mais ça, c'est vraiment le sexisme à l'état pur, c'est dire que quand tu exerces une fonction à responsabilité, on te renvoie soit au statut de maman, soit au statut de maîtresse d'école, mais on n'arrive pas à imaginer que tu es présidente. Alors Robin Reda, il s'est excusé très vite après parce qu'il s'est rendu compte, en fait, il était très jeune, il s'est rendu compte de l'immense connerie qu'il avait dite, et donc on est devenus très copains après, parce que c'est important aussi parfois, et c'est ça le truc, c'est qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des réflexions sexistes, et donc c'est pour ça aussi qu'il faut les dénoncer, pour dire mais non, attends, là, t'as déconné, et donc l'intelligence, c'est de reconnaître, il l'a reconnu, il s'est excusé, et tout va bien. Mais c'est pour ça qu'il faut inlassablement dénoncer pour, en fait, alerter la société sur le fait que ça, c'est un comportement sexiste qu'on ne peut pas tolérer. Et puis, ce qui est particulier, c'est qu'au moment de ton discours, donc pour exposer pourquoi c'est toi qui dois devenir présidente de l'Assemblée nationale, tu fais ce choix audacieux, je trouve, de ne jamais employer l'argument qui consiste à dire que tu serais la première femme, que tu seras la première femme à accéder au perchoir. Pourquoi ? Mais parce que je ne veux pas que la cause des femmes soit réduite au fait de dire simplement il faut des femmes et des hommes partout. C'est pas vrai, c'est pas parce qu'on est une femme. C'est le fait d'avoir des femmes aux responsabilités, ça doit être normal. Le fait d'être une femme n'est pas un argument pour accéder à ces responsabilités. Il faut y aller, faut aller sur le fond, il faut parler de nos compétences, de nos projets, etc. Après, le fait que ce soit la première femme, évidemment, ça a compté, mais c'était tellement évident que en fait, c'était pas la peine d'appuyer sur cet argument-là. Il était trop facile. Et puis moi, je suis avocate, je sais, et donc je sais quels arguments, comment construire en fait une argumentation pour convaincre. Et je savais que celui-là, il n'était pas utile tellement il apparaissait, il sautait au visage de tout le monde. C'est-à-dire que ça aurait pu être contre-productif. Je ne sais pas si ça aurait été contre-productif, mais en tout cas, ça m'aurait fait perdre du temps sur d'autres arguments. Et peut-être qu'on se serait dit, justement, elle utilise cet argument, or, on ne va pas voter pour elle parce que c'est une femme. Peut-être que le fait, justement, de ne pas l'utiliser a peut-être renforcé l'envie de voter pour moi parce que j'étais une femme. Donc, voilà, en tout cas, c'est un choix. Après, voilà, c'est ce que je décris dans le livre. C'est un combat. C'est une bataille qu'il faut mener. C'est difficile, une élection. Il faut aller chercher les voix, une par une, savoir utiliser les bons arguments, savoir convaincre, etc. Et c'est ça qui t'amène à la victoire. C'est génial. C'est la chanteuse Shai qui a déclaré « Je trouve ça grave de dire qu'on n'est pas féministe ». Est-ce que tu es d'accord ? Oui, parce que en fait, le féminisme, 100% des gens devraient être féministes parce que en fait, c'est juste faire en sorte que le mot égalité qui figure dans notre devise républicaine trouve pleinement à exister dans notre société, c'est tout. Et donc, en fait, tout le monde devrait être féministe, personne ne devrait tolérer qu'il y ait encore des discriminations selon les sexes dans notre pays. Ok, comment tu le prends? Comment tu réagis quand tu reçois des emails qui te disent « il serait temps d'aller refaire vos mèches chez le coiffeur » Comment tu le prends quand un média institutionnel comme Le Monde te qualifie de grande blonde? Comment tu le prends quand le Canard enchaîné se demande comment tu feras le mercredi matin pour emmener tes enfants au tennis tout en assurant ta fonction? En fait, je trouve ça tellement ridicule et tellement caricatural que, en fait, comment je le prends? En fait, je le prends en étant encore plus nana. En fait, parce que pendant très longtemps aussi, les femmes en politique notamment, ou même dans les milieux de pouvoir d'une façon générale, ont voulu un peu singer les hommes pour pouvoir réussir. Et ça, je trouve que c'est une ânerie. Il faut réussir en tant que femme. Et ça, c'est vraiment la revendication. C'est la phrase de Simone Veil que j'adore, qui est sa revendication en tant que femme. C'est justement que sa différence soit prise en compte, qu'elle ne soit pas obligée de s'adapter au modèle masculin. Et c'est exactement ça. Et donc, en fait, il ne faut pas s'adapter au modèle masculin. Il faut exister, réussir en tant que femme. Et donc, être grande, avoir des cheveux longs, avoir des cheveux blonds, etc., mettre des robes. Mais en fait, c'est juste être une femme aujourd'hui. Et il faut l'assumer pleinement. Et je fais souvent, lorsqu'il y a des cérémonies, lorsqu'il y a quand je passe les troupes en revue, bien souvent, je suis en robe, je fais exprès, justement pour montrer que c'est une femme qui passe les troupes en revue et que ce n'est pas une femme habillée en homme.
Oui, parce que tout de suite, certains disent « Oh là là, elles font la Fashion Week », je pense à Rachida Dati. Ouais, mais c'est pas la Fashion Week, on est juste des femmes. Tu vois, c'est quand même fou. Là aussi, la Fashion Week, Rachida est une femme qui est super belle, qui a un parcours mais de dingue, exceptionnel. Je ne sais pas si tu l'as invitée, il faudrait que tu l'invites parce qu'elle J'aimerais est beaucoup la recevoir. incroyable. Et elle a, elle aussi, une détermination, une volonté absolument incroyable. Et en même temps, elle est super féminine, elle est belle. Et c'est ça qu'on veut en politique. Et malgré les critiques, elle continue de porter ses sacs à main et ses robes. Et elle a raison. En parlant de Simone Veil, Yael Braun-Pivet, pourquoi au départ tu t'étais positionnée non favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution et par la suite, il me semble que tu as changé d'avis. J'ai changé d'avis. Je pense déjà qu'en politique, il faut accepter de changer d'avis. Changer d'avis, ça veut juste dire écouter les arguments, regarder si effectivement ils sont pertinents ou pas, et puis accepter de regarder le monde tel qu'il est et tel qu'il a évolué. Et c'est vrai que sur l'IVG, j'ai changé d'avis parce que j'avais exprimé un avis plutôt négatif sur la constitutionnalisation de l'IVG. J'ai évidemment été toujours pour le droit pour chacun de pouvoir bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse. Qu'on soit très clair là-dessus, c'est important. Mais je pensais en 2018 que ce n'était pas nécessaire de le constitutionnaliser. Et puis après, le monde a changé. Le monde a changé. Aux États-Unis, on a vu que ce droit avait été restreint par une décision de la Cour suprême. On voit que dans un certain nombre de pays, ce droit-là aussi est restreint. Et j'ai rencontré un certain nombre d'activistes, un certain nombre de militants. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais ce qui peut arriver ailleurs, qu'on ne croyait pas possible, peut arriver chez nous. Et justement, c'est parce qu'on ne le croit pas possible, finalement, que ça peut arriver, parce qu'on va être endormi, on va se dire que non, chez nous, c'est différent. Tout est acquis. Mais c'est pas vrai. Chez nous, c'est pas différent. On voit bien, notre monde politique aujourd'hui, ça bouge, on voit la montée des extrêmes dans notre pays, de personnes qui sont assez rétrogrades sur un certain nombre de libertés qu'on peut penser acquises. Et donc, il faut le protéger. Et j'ai été très fière de protéger ce droit, d'être la première femme à présider un congrès, et que ce soit pour ouvrir et pour protéger le droit et les libertés de nos filles, mais c'est extraordinaire. Vu de l'extérieur, Yael Braun-Pivet, on a l'impression que tu as peur de rien. Que ce soit tes déclarations sur les réseaux sociaux, tes prises de position, tes déclarations aussi dans l'hémicycle, dans la presse, tu donnes cette impression d'être une femme qui n'a peur de rien. On vient de découvrir que tu n'as pas peur aussi d'admettre que tu changes d'avis. C'est quelque chose qui est plutôt rare en politique. C'est plutôt rare, mais je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, c'est l'essence de la politique de changer d'avis finalement. Puisque la politique, c'est du débat, c'est porter des idées. Et ce débat, il doit forcément servir à quelque chose. Si chacun débat et que personne n'évolue dans son avis, le débat ne sert à rien. C'est l'exposition d'opinions et de points de vue parallèles. Et je crois au contraire que la force de la parole politique, c'est d'être capable de convaincre. Et donc si moi, j'aspire à convaincre les autres du bien fondé de mes positions, il faut que je puisse admettre que je puisse être convaincue. C'est réciproque, on est dans l'échange. Tu n'as réellement peur de rien? Alors, c'est vrai que je n'ai pas peur de grand-chose et depuis que je suis présidente de l'Assemblée nationale, j'ai fait aussi pas mal d'immersions avec nos armées. Et donc, effectivement, j'ai eu des expériences aussi physiques dans lesquelles j'ai pu aller un peu au bout de moi-même et montrer qu'effectivement, me montrer à moi-même que je n'avais peur de rien. Mais j'ai peur de rien, oui. Dans ton livre, tu parles du diagnostic que tu as eu du cancer du sein que tu as eu en 2022, tu l'as annoncé publiquement en 2025. C'est Caroline Receveur, une célèbre influenceuse, qui a expliqué qu'avant de découvrir le diagnostic, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Est-ce que c'était ton cas? Alors non, moi j'étais objectivement assez négligente et donc j'ai un peu laissé traîner. Et lorsque, en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais en fait, quand j'étais chez le radiologue, quand elle m'a fait l'échographie, en fait, quand je voyais son regard qui était vraiment très attentif, etc., et qu'elle me dit « Ah, on va faire une biopsie, j'ai un doute », là, en fait, moi, j'ai bien compris qu'elle n'avait strictement aucun doute, qu'elle avait vu quelque chose. Et donc après, en fait, voilà, on rentre dans ce cycle assez compliqué qui fait peur, pour le coup. Quand je dis que j'ai peur de rien, la maladie, ça fait peur. T'as eu évidemment. Peur? Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que cancer,
ça fait peur, le mot fait peur, et les conséquences, tout ce dans quoi tu sais que tu vas t'engager, ça fait peur, parce qu'en plus, moi je suis une femme qui... j'ai la chance, je suis dans un monde où je maîtrise ma vie, et tout d'un coup tu ne maîtrises plus. Tu ne maîtrises plus, tu es passif, tu es soumis à l'avis des médecins, à leur diagnostic, à leur action et au choix de traitement, etc. Donc oui, ça fait peur. Et puis cancer, tu penses mort. Donc évidemment, tout d'un coup, tu te dis, mais ça peut s'arrêter. Donc ça, oui, ça fait très peur. À qui t'en as parlé dans ton cercle intime quand tu as eu l'information ? Alors j'étais avec mon mari, j'en ai parlé avec mes parents tout de suite que j'ai appelés, qui ont eu encore plus peur que moi, mes enfants tout de suite, mes proches et puis mes proches collaborateurs. En fait, je n'arrive pas à cacher les choses. Moi, j'aime le collectif aussi, et donc en fait, voilà, ensemble, on est beaucoup plus fort, et donc là, il fallait que mon équipe familiale et professionnelle soit derrière moi et avec moi. Et tu as suivi une hormonothérapie. Alors, c'est pas une chimiothérapie. Non, j'ai fait une radiothérapie en fait. J'ai fait une opération pour enlever la tumeur. Après, j'ai eu 30 séances de radiothérapie, donc tous les jours pendant 6 semaines. Et après, j'ai eu une hormonothérapie qui dure 5 ans. Et donc, je suis en ce moment à peu près au milieu de mon hormonothérapie. J'en ai encore pour un peu plus de 2 ans. Comment tu l'as traversée ? C'était non, c'est compliqué. D'abord, l'opération, c'est un moment important parce qu'on enlève physiquement la tumeur. Donc là, déjà, tu te sens débarrassé. Oui, tu as hâte. Voilà, tu as hâte que ça ait lieu. Après, la radiothérapie, c'est long. C'est long, je ne me plains pas parce que j'ai eu de la chance. C'est une radiothérapie, je sais que des traitements beaucoup plus lourds que je n'ai pas eu avec des cancers plus avancés. Donc je considère que dans ce qui m'est arrivé, j'ai été très très chanceuse. Tu étais au stade 2 hein. J'étais au stade 2, j'ai été chanceuse, ça s'est bien détecté, ça a été bien soigné, bien pris en charge. Après, la radiothérapie, c'est moi qui suis une femme très libre et qui aime bien aussi agir par des coups de tête, bouger, etc. La radiothérapie, pouf, ça te plombe, tu as des semelles aux pieds parce que tous les jours, à la même heure, tu dois être à l'hôpital pour faire ta radiothérapie. Donc, tu perds cette liberté. Et puis c'est glauque, en fait, il faut le dire, quoi. Même si ce n'est pas douloureux et tout ça, c'est un peu fatigant. Et puis, c'est glauque. Mais voilà, après, tu as du personnel qui est génial. Et puis, tu as toujours... Et c'est horrible, mais dans la salle d'attente, tu as toujours des gens dans des situations dont tu estimes qu'elles sont pires. Mais en même temps, la personne en face estime que la tienne est pire. En fait, tu relativises toujours ta situation et c'est important. Et puis après, l'hormonothérapie, c'est parti. Tu sais que ça réduit le risque, donc ça vaut le coup. C'est fatigant. Moi, ça m'a ménopausée, donc ça te donne des bouffées de chaleur, des courbatures, des insomnies, enfin la totale. Mais en même temps, ça vaut le coup, donc tu endures. Et puis en même temps, pareil, tu te dis, mais il y a pire que moi, donc c'est pas grave. Moi, j'ai appris, c'est ma mère, elle m'a appris à ne jamais me plaindre, donc je ne me plains jamais. Quoi qu'il se passe, je me plains pas, j'endure. Tu as pu être en convalescence ? Jamais, non, j'étais en action. Tu continuais de travailler ? Ah ben oui, non, mais j'avais pas le choix. Moi, j'étais encore... Alors, je présidais la commission des lois, donc j'avais encore des auditions, etc. Donc, j'ai présidé des séances de commission des lois quelques jours après mon opération. Après, je suis rentrée en campagne législative sur mon nom. Donc là, il faut organiser la campagne, tracter, etc. Et donc, j'étais en campagne. Et puis, j'étais nommée ministre. Donc, j'étais aussi en campagne pour devenir ministre. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas dite. Parce que dans notre vie politique, si je l'avais dit, tu imagines, je pense que je ne serais jamais devenue ministre. Je ne sais pas si je serais devenue présidente de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si j'aurais été réélue députée parce que la maladie fait peur. C'est ce que tu dis ? Je pense qu'elle aurait fait peur à mes électeurs et à ceux qui m'ont nommée ministre. C'est ce que tu dis dans ton livre À ma place. Tu dis « Et si je devais rendre publique cette maladie, cela pourrait-il me nuire ? Les électeurs sont-ils prêts à voter pour une représentante malade qui plus est atteinte d'un cancer ?» Ce mot qui exclut.
Oui, je pense que ça. En tout cas, c'est difficile. Et je vois à l'Assemblée, alors mais les choses changent vite. On voit, j'ai des parlementaires qui sont atteints de handicap. J'en ai un aujourd'hui qui est en déficience visuelle. J'en ai un autre, Sébastien Pétavy, qui est en fauteuil. Et les électeurs ont voté pour eux. Donc j'imagine que la société tranquillement évolue. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai pas voulu courir ce risque-là. Mais je suis convaincue que je n'aurais pas été nommée ministre. Ça, c'est une certitude. J'aimerais te parler, Yael, de l'espace numérique versus l'espace public. Tu écris dans ton livre « Les menaces s'accumulent au service courrier dans ma boîte mail. Des déséquilibrés me promettent une balle dans la tête, d'autres une décapitation. Certains me reprochent une décision au perchoir ou une prise de position dans les médias en me conseillant de toujours regarder derrière moi ou suggérant qu'ils savent où j'habite. » Dernièrement, sur le réseau social X, sur ton compte, tu as posté « Éliminer cette p*** de juive ». Donc tu postes des messages, 18 h jeudi, voici les lettres que j'ai reçues avant ma dédicace à Bordeaux, des menaces de mort, une haine assumée, un antisémitisme immonde, je n'ai jamais cédé à l'intimidation, rien ni personne ne m'empêchera de rencontrer les Français et de défendre les valeurs de notre République. Pourquoi espace numérique vs espace public? Parce que j'ai l'impression que te concernant, les deux mondes se rejoignent, que tu es autant menacé sur le numérique que dans l'espace public partagé réel. Alors, oui et non. Alors, c'est clair que l'espace numérique, c'est effectivement, mais c'est quelque chose d'extrêmement récurrent. C'est facile, on est anonyme, on est derrière son ordinateur, on tape des trucs. Après, il y a l'étape courrier, où là, quand même, on est un peu dans la vie réelle, parce que là, j'écris une lettre avec mon petit stylo, je mets dans l'enveloppe, je mets un timbre, je vais à la poste. Donc là, on n'est plus derrière son clavier déjà. On rentre dans l'espace réel. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'à Bordeaux, sur ma dédicace, on avait encore franchi une étape, parce qu'on donnait un horaire un jour. Et donc, très clairement, là, tu peux vraiment avoir quelqu'un qui franchit le pas. Et qui, voilà, je sais où tu es à telle heure, etc. Je te menace. Et donc, en fait, là, ça fait davantage peur parce que tu peux te dire qu'effectivement, il peut être dans la salle. Et donc, on renforce la sécurité. C'est important d'être protégé. Et moi, j'ai de la chance, à nouveau, je suis protégée. Il y en a d'autres qui font face à des menaces, qui font face à des insultes, qui font face à des attaques antisémites, racistes, etc. Et qui, eux, ne sont pas protégés. Et donc, eux, ils doivent beaucoup plus flipper, en fait. Moi, j'ai de la chance. Je me sens pas en danger. Comment tu fais pour continuer ton boulot? Comment tu fais pour continuer ton travail, pour être concentré sur toutes les tâches que tu dois faire professionnelles, personnelles au quotidien, sans te sentir parfois, à un moment donné, ça peut tous nous arriver, pollué par cet espace autre, par ces personnes qui veulent s'ingérer? J'ai mis des œillères, en fait. Moi, mon sport favori, c'est la natation. Et je nage. Et je fais, voilà, moi, je suis dans mon couloir. Et j'avance et je nage. Et je fais mes allers-retours dans mon couloir. Et je ne fais pas attention à ce qui se passe autour. Justement, en fait, il faut pas se laisser polluer. Il ne faut pas se laisser envahir. Et à nouveau, on ne peut pas se dire que les autres vont avoir prise sur qui tu es, sur ton destin, sur ta capacité à agir. Il ne faut pas leur donner ce plaisir, en fait. Il ne faut pas leur donner cette victoire. En fait, c'est ce qu'ils cherchent, t'empêcher, t'entraver. Et donc, il n'est pas question qu'ils m'empêchent et qu'ils m'entravent. Donc, moi, j'avance et j'essaye de me mettre dans une bulle et de ne pas faire attention. Ce n'est pas évident. Parfois, c'est mes enfants qui viennent me voir en me disant « Maman, t'as vu sur les réseaux, il y a eu ça, etc. » Parfois, j'ai des allumés qui écrivent à mes enfants sur les réseaux sociaux pour me viser moi. Et ça, c'est absolument insupportable parce que mes enfants, qu'on leur foute la paix, ils n'ont rien demandé, ils ne sont pas dans la politique, ils sont jeunes, ils ont envie, voilà, ils ont leur vie et c'est bien comme ça. Et donc voilà, c'est ces intrusions en fait qui sont le plus désagréables. Mais après, moi, j'avance et on ne peut pas les laisser gagner. Tu parles, voilà, c'est les valeurs de la République. C'est pas notre pays. Notre pays, c'est un pays de fraternité, c'est un pays d'égalité, c'est un pays où, voilà, on a l'espace et les rapports entre les gens ne sont pas guidés par ces haines, par ces exclusions, par ces oppositions. C'est pas tout simplement notre pays. Si je fais de la politique, c'est justement parce que j'aime mon pays et mon pays, c'est pas ça. Comment ils le vivent justement, tes 5 enfants, ces commentaires, ces jugements, ces critiques, ces insultes, non pas sur la présidente de l'Assemblée nationale, mais sur leur maman?
Ouais, mais alors ils essayent pareil aussi de faire un peu de faire le distinguo et de se dire voilà, maman c'est maman et après je vois bien que ça affecte les plus grands qui vont regarder plus fréquemment et qui vont me suivre, mais voilà, ils font la part des choses. Après c'est eux qui m'ont dit maman, il faut que tu renforces ta sécurité. En fait, j'étais trop légère sur le point de la sécurité et donc ça les inquiétait. Et donc en fait, maintenant que la sécurité est très renforcée, ben, en fait, ils sont rassurés et tout va bien. J'aimerais te montrer, je me permets de te montrer un extrait d'une interview que j'ai partagée avec Sandrine Rousseau, députée écologiste. Regarde et je te pose ma question juste après. Comment vous abordez ce sujet-là qui est la violence des autres quand on a une maman politique autant exposée? On n'en parle pas vraiment. C'est un peu tabou? Ouais. C'est dur, en fait, d'en parler. T'as l'impression que la politique, elle te vole un peu ce Oui. rôle de mère? Oui. Oui. Et comment tu le vis? Des fois bien, des fois un peu moins bien. Oui, je pense, oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas facile. Tu sais, regarde, les femmes politiques mères, c'est compliqué, hein, tu vois. Est-ce que toi aussi, parfois, tu le vis bien et des fois un peu moins bien, ou tu as réussi à trouver au moment, là, dans cette instantanéité, un équilibre? Alors aujourd'hui, je le vis bien. Quand ils étaient plus petits et au début de la vie politique, c'était beaucoup plus difficile parce que eux passaient d'un moment où leur maman était beaucoup plus présente à la maison à un moment où leur maman n'était vraiment plus là. Et ils étaient plus jeunes et moi je me souviens de rentrer en commission avec ma fille qui pleurait au téléphone en me demandant de venir. Et je me souviens un soir où elle était assise devant ma permanence dans la rue et elle pleurait parce qu'elle ne me voyait pas. Et moi je rentrais en commission, il était 21h30 et j'en avais jusqu'à au moins 1h ou 2h du matin. Et c'est horrible parce que vous vous sentez très impuissant puisque tu ne peux pas répondre à ses pleurs et à sa demande très légitime. Après, aujourd'hui, les enfants ont grandi, donc ils se sont habitués. Et puis, moi, j'ai réussi à trouver un bon équilibre, c'est-à-dire que je préserve l'essentiel, je préserve les moments importants pour nous. Et donc, ils voient que même dans cette vie-là, en fait, les moments fondamentaux de notre famille, je suis là et je suis bien là. Et ça, en fait, ça change tout. Et donc, ça peut être la compétition de GRS de ma fille. Voilà, elle va au championnat de France là, dans un mois. Évidemment que je serai au championnat de France pour aller la voir. Quoi qu'il se passe dans le monde, je serai auprès d'elle lors de cette compétition. Et donc, ça, elle le sait. Et j'essaye de faire ça pour tous les anniversaires, pour tous les moments importants des enfants. Et donc, on a réussi à trouver cet équilibre-là et qui nous permet de tenir et d'avancer. Ils ont l'impression de partager quelque part leur maman avec l'ensemble des Français ou alors ils se disent « Ok, bon, bah, c'est un sacrifice dans une vie ». Mais en fait, c'est pas un sacrifice pour eux parce qu'ils trouvent ça génial quand même. Ils sont super fiers. Mes filles, elles étaient... tous mes enfants étaient là au congrès. Par exemple, quand on a constitutionnalisé l'interruption volontaire de grossesse, ils étaient dans les tribunes. Ils sont super fiers. Ils sont super heureux pour moi parce qu'en plus, ils voient que je m'épanouis, que je m'éclate. Et en fait, on est dans une famille très aimante et très tolérante. Et ce qu'on veut, c'est le bonheur de l'autre. Et donc, ils voient bien que ce que je vis, en plus, c'est juste inouï. Et donc, ils sont très fiers et donc ils n'ont pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit. Tu as du temps pour toi, Yael Braun-Pivet? Tu arrives à avoir des sas de décompression? Oui, bien sûr. En fait, je prends une journée par semaine off. Et donc là où je ne mets pas d'obligation ni d'inauguration, ni quoi que ce soit. Et donc cette journée off, c'est mon sas de décompression. Mais j'en ai vraiment besoin parce que j'ai besoin d'une journée off pour pouvoir redémarrer ma semaine. Donc en général, c'est soit le samedi, soit le dimanche, ça dépend. Mais voilà, je prends une journée pour moi. Et là, je fais du sport, je vais nager, je vais faire du vélo. Je fais des trucs très, très, très simples. En général, on reste dans le cocon familial. J'en profite pas pour faire des expos, des machins. Plutôt, je reste tranquille et ça fait un bien fou. Quand tu deviens présidente de l'Assemblée nationale, à quel moment concrètement tu réalises que tu es le 4e personnage le plus important de l'État français?
En fait, c'est quelques jours après, en fait, quand on a interrompu la session. Quand en fait tu deviens président, après il y a plein de choses à organiser. Donc en fait tu es dans le tourbillon, faut organiser les autres élections, les vice-présidents, les questeurs, après organiser les présidences de commission, etc. Donc en fait tu organises la vie de l'Assemblée, tu es dans un espèce de tourbillon. Il y a le 14 juillet, etc. Et puis en fait c'est pendant les premières vacances, donc l'interruption de travaux au mois d'août. Et là en fait... Alors que d'habitude, quand c'est les vacances, tu es super léger, etc. Tu es en vacances, ça va être la fête, etc. Là, en fait, je n'ai pas ressenti cette légèreté. Et donc, j'ai au contraire senti beaucoup de pesanteur et en fait de gravité de la fonction. Et là, je me suis dit, bah voilà, c'est pas une fonction comme les autres, justement, et cette gravité qui m'a prise à ce moment-là ne m'a plus jamais quittée. Et donc, je pense que c'est là où tu réalises qu'effectivement, c'est pas tant que tu es le 4e personnage de l'État, mais que tu réalises que ta fonction est importante, que tu as des responsabilités, que tu as de l'impact sur ce qui se passe. Et donc, il ne faut pas se louper à aucun moment parce que en fait, les Français attendent quelque chose de toi. Mais être le 4e personnage le plus important de l'État, est-ce que ça amène aussi des pensées comme, je ne sais pas, 4 fois plus de difficultés, 4 fois plus de charge mentale, 4 fois plus de tâches, 4 fois plus de choses à penser, 4 fois plus de responsabilités? Oui, c'est 4 fois plus tout ça. Oui, non, mais c'est très lourd d'être président de l'Assemblée nationale, mais vraiment, moi, je ne ressens pas cette lourdeur parce que j'aime ça. J'ai le sentiment, jour après jour, de m'améliorer aussi en tant que présidente de l'Assemblée nationale, de répondre aux aspirations des Français. On peut avoir de l'impact et en fait, avoir de l'impact sur la vie des gens, sur l'image qu'ils ont de la politique, sur ce qu'on fait. Dans mon livre, j'explique que je mène une politique d'ouverture à l'Assemblée nationale et que, par exemple, on a doublé le nombre de visiteurs. Mais se dire que, en fait, grâce à la décision que j'ai prise, on peut accueillir à l'Assemblée nationale de la République française 100 000 personnes de plus. C'est 100 000 personnes que tu vas réconcilier avec la démocratie. C'est 100 000 personnes auxquelles tu permets de toucher du doigt cette vie démocratique, le débat parlementaire, etc. Mais c'est génial. Donc en fait, le fait de te dire que tu as un impact direct, eh bien, ça rend très léger la charge de travail, très léger, voilà, tout le reste, parce que tu te dis que c'est utile. Et en fait, être utile, il n'y a rien de plus beau dans la vie. Tu t'es toujours senti à ta place? Est-ce que tu t'es toujours senti à ta place, Yael Braun-Pivet, même quand ton propre camp te met, c'est mon expression peut-être, des bâtons dans les roues, te met une sorte de pression? Tu dis que c'est comme ça que tu l'as ressenti quand Elisabeth Borne, elle te passe un coup de fil et qu'elle te dit, ah, je viens de découvrir qu'en fait, tu es en campagne pour devenir présidente de l'Assemblée nationale. En gros, ça ne va pas le faire, il va falloir que tu démissionnes. Ouais, c'est difficile, mais en même temps, en fait, je l'ai raconté pourquoi, pas parce que j'en veux pas du tout à Elisabeth. Elle fait, voilà, chacun fait comme il peut à un moment donné, mais c'est pas le sujet. Je voulais vraiment montrer, en retraçant cela, que c'était difficile. Qu'en fait, on n'arrivait pas, dans la vie, les choses n'arrivent pas facilement, qu'il faut se battre, qu'il faut se bouger, et que parfois, effectivement, et en politique, c'est bien souvent le cas, les obstacles arrivent de ton propre camp. Ça, c'est incroyable. Mais c'est là aussi, tu peux discuter avec plein de gens qui font de la politique, qui te raconteront tous la même chose. Mais voilà, c'est comme ça. Mais il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se laisser, il faut pas céder, en fait. Je pense qu'il y a ça aussi dans mon histoire, dans l'histoire de ma mère, dans l'histoire de mes grands-parents, etc. Ne pas céder et en fait faire ce que tu penses être juste, te faire confiance aussi. Et je pense que ça, c'est important, se faire confiance. Et quand tu deviens présidente de l'Assemblée nationale, tu écris « Ceux qui ont essayé de me faire tomber quelques heures plus tôt tentent de faire bonne figure ». Est-ce que tu parles d'Emmanuel Macron? Est-ce que tu parles d'Elisabeth Borne? Est-ce que tu parles d'Alexis Collère, l'ancien secrétaire général à la présidence de la République? Oui, mais en même temps, moi, j'ai un trait de caractère. Je suis pas revancharde, je suis pas rancunière. En fait, moi, c'est pas grave. J'avance et voilà, c'est de bonne guerre. Ils ont fait ce qu'ils ont fait et puis tant pis. Moi, j'avance. J'ai noué de très bonnes relations avec Elisabeth Borne quand elle était première ministre. On a très bien travaillé ensemble. Je travaille très bien avec le président de la République. Enfin voilà, on avance. Mais ça, je voulais vraiment montrer que voilà, c'était difficile parfois et que c'était pas
voilà, on dit la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ben, c'est pas un long fleuve tranquille en politique. Et c'est ce que, en fait, c'est génial parce que, tu vois, moi, j'ai une jeune femme qui m'a écrit hier en me disant, grâce à toi, j'ai osé demander un truc que j'aurais jamais osé demander avant de lire ton livre. Et ça a été accepté. Et en fait, ça, c'est génial de se dire que peut-être qu'en lisant mon livre, des jeunes filles, des jeunes femmes, des jeunes hommes pourront se dire, en fait, allez, là, j'y vais, je tente, j'ose. Mais c'est super si je peux... voilà, c'est aussi un livre qui donne envie aux gens d'être audacieux. Mais et ça, c'est top. Et c'est dur d'avancer face à un non, tu vois. Toi, tu as cette force d'avancer face au non. On l'a vu même avec la dissolution. Tu dis, ce sont mes enfants qui m'ont poussé à y retourner. Tu dois prendre sur toi. C'est pour les autres que tu te bats. Ouais. Je me suis demandé si je ne devais pas entendre dans cette phrase quelque part, comme si à un moment donné, tu te serais peut-être dit... encore, après tout ce que j'ai traversé, après toutes les batailles que j'ai faites, il faut encore que je me batte. Repartir. Ouais, mais c'est pour ça que... Mais c'est vrai qu'en fait, on est très humain, donc parfois on a de la lassitude, parfois on a de la fatigue, parfois on se dit, moi j'en entends des hommes et des femmes politiques qui viennent dire, bon, je laisse tomber, et qui sortent, qui quittent la politique et tout ça. Moi, j'en suis pas là parce qu'aujourd'hui, je trouve que j'ai des raisons de me lever tous les jours, j'ai des raisons de me battre, j'ai des raisons... Et quand je vois la montée des extrêmes, mais j'ai encore plus envie de me battre parce que je ne veux pas laisser mon pays aux mains des extrêmes, aux mains de ceux qui veulent tout le temps le diviser, qui dressent les Français les uns contre les autres. C'est pas mon pays. Et donc, moi, je vais continuer à me battre, quelle que soit ma place, pour justement que notre pays reste fidèle à ce qu'il est. Et je sais que les Français, dans leur immense majorité, sont attachés à cela. Tu dis qu'il faut changer de monde sans changer de cap. Je l'ai retenue, cette phrase. Et c'est important. Moi, je suis une voileuse aussi. Donc, j'aime faire du bateau à voile. Et c'est hyper important, quand tu fais du bateau, de choisir un cap et de t'y tenir. Si tu changes toutes les 3 secondes de direction, ton bateau, il n'avance plus, voire il recule. Si tu n'as pas de cap, il recule. Et si tu changes tout le temps, tu n'avances pas. Donc, tu parles aussi de la notion d'externaliser ses réussites et d'internaliser ses échecs. Qu'est-ce que ça signifie ? Je pense que, alors déjà, moi, je suis très collective. Et donc, toutes mes réussites, elles sont collectives, même s'il n'y a que moi qui occupe une fonction. Je pense que ça, c'est important. Et puis après, il faut aussi les porter. Je trouve, voilà, avoir un discours très, très positif, et puis se dire que quand on se plante, il faut le reconnaître, et puis reconnaître sa propre responsabilité. Moi, je déteste les gens qui viennent dire c'est de la faute de bidule, c'est de la faute de machin, etc. Non, moi, je suis responsable de mes échecs, et si c'est dû à quelqu'un de mon équipe, c'est pour ma pomme quand même, parce que c'est moi qui ai recruté cette personne, c'est moi. Donc, en fait, c'est toujours, je pense, de ma faute. En revanche, les réussites, elles sont toujours collectives. Je ne serais jamais devenue présidente de l'Assemblée nationale sans tous ces députés qui ont voté pour moi. Un à un, ils ont voté pour moi pour me donner une majorité. 2-3 questions fortes que se posent potentiellement les électeurs, les personnes qui vont lire ton livre ou qui nous regardent ou qui s'intéressent aux médias et à la politique. La première, c'est concernant ta réélection. Comment tu l'as vécu, cette réélection ? Est-ce que tu l'as vécu comme une forme de crise ? Comment est-ce que vous avez géré en interne la crise à un moment donné où beaucoup disaient, surtout sur les réseaux sociaux, mais c'est pas normal que Yael Braun-Pivet elle redevienne présidente de l'Assemblée nationale. Il y a 17 ministres démissionnaires du gouvernement qui ont voté pour elle, c'est ça qui l'a aidée, c'est bizarre. Mais en fait, ça illustre bien comment on vient troubler les choses et comment en fait, on intoxique les gens sur les réseaux et ailleurs. Et je trouve que ça, il n'y a rien de pire, en fait, quand on fait de la politique, de mentir aux gens. Et sur cette question des ministres démissionnaires, j'ai trouvé que c'était en fait très caractéristique de cela. On essaye de manipuler les gens, on leur ment, et ça, c'est pas les respecter. Moi, je respecte les gens et je parle toujours à leur intelligence. Et j'essaye pas de les manipuler ou de manigancer des trucs. Et en fait, c'est l'application de la loi. Quand les ministres sont députés, ils sont parlementaires pleinement. Ils peuvent se présenter à une élection à l'Assemblée nationale et ils peuvent voter.
Et en fait, il y avait de pratiques constantes. Les ministres démissionnaires votent pour l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, il y a plus de 6 précédents. Et en fait, ce qui était rigolo, c'était qu'il y a des élections de président de gauche, de président de droite, avec des ministres démissionnaires. Ça n'avait jamais posé de problème à personne. Et tout d'un coup, ça s'est transformé en « elle a volé l'élection », ce qui était complètement faux. Donc ça, c'est dommage. Mais c'est en ça que ça m'a gêné, c'est cette manipulation des Français à cet égard. Après, cette élection, elle était incroyable parce que autant en 2022, je suis élue par ma majorité, autant en 2024, je suis élue par ma majorité et par les oppositions. Et ça change tout. Parce que c'était beaucoup aussi... venant du RN. 0 voix du RN. 0 voix du RN. 0 voix du RN. Contrairement à certains vice-présidents, notamment de la France Insoumise, qui ont été élus avec les voix du RN. Moi, j'ai 0 voix du RN. Ni au premier tour, ni au deuxième tour, et au troisième tour. En fait, je suis élue, quand je parle de mes oppositions, c'est les Républicains, et c'est une partie du groupe dit LIOT, plus des députés non inscrits, etc. Mais 0 voix du RN, je n'ai pas été chercher ces voix, et ça aurait été une tâche sur mon élection. Compte tenu en plus de mon histoire et de mon parcours personnel, je n'aurais pas accepté d'être élue avec les voix du RN, mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, vous êtes quelque part obligé de discuter un peu ensemble. Alors après, je suis obligée de discuter avec tout le monde, c'est mon job. Je suis présidente de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a 577 parlementaires qui ont été élus, ces 577 parlementaires, par les Français. Et donc, ils ont chacun une égale légitimité à être à l'Assemblée nationale. Et mon job de présidente de l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte que cette Assemblée, elle travaille. Et donc, je dois parler, traiter avec tous les parlementaires. Ça ne veut pas dire que je négocie avec eux, que je mène des combats politiques avec eux, mais institutionnellement, je parle à tout le monde et je traite tout le monde de la même façon. Autre grande question qui subsiste aussi sur les réseaux sociaux, c'est le fameux drapeau brandi par Sébastien Delogu qu'il avait sorti dans l'hémicycle pour affirmer son soutien à la Palestine. En réponse à son geste, c'est vrai qu'il a eu la plus haute sanction, 30 jours d'exclusion de séance. Si un député avait brandi un drapeau israélien, est-ce qu'il aurait eu la même sanction? Oui, en fait, la sanction, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend du fait commis et elle dépend du trouble que cela occasionne dans l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas uniquement le fait, c'est quelles conséquences ça a sur l'Assemblée nationale, sur sa délibération, etc. Lorsqu'il y a cette affaire avec Sébastien Delogu, donc déjà, il commet quelque chose qui est interdit par le règlement de l'Assemblée nationale, et c'est écrit noir sur blanc, lors des questions au gouvernement, nous n'avons pas le droit d'appuyer notre propos avec un t-shirt, avec des documents, avec un objet quelconque, etc. C'est interdit. Et pourtant, tu avais un pins. Mais alors, à l'effigie du drapeau d'Israël. Oui, mais ça, c'est pas... moi, je ne suis pas en train de poser une question. Donc, ce n'est pas à l'appui d'un propos. Et en fait, les pins, on en met tous. Je pourrais te sortir 50 photos où j'ai un pins avec le drapeau ukrainien, un pins avec le drapeau arménien, un pins avec... Dès qu'on a une visite officielle, on met un pins. Et les groupes d'amitié mettent tous un pins. Après, on met des pins pour défendre des causes. Le ruban rose quand c'est le mois du cancer du sein, etc. Mais donc en fait, le drapeau, c'est interdit. C'est très classique. Le drapeau, comme tout objet, est interdit. Et donc, les députés ont eu, dans toute l'histoire de l'Assemblée, des sanctions pour le port d'un gilet jaune, pour brandir des trucs, etc. Après, c'est le trouble que cela cause. Et quand il fait ça, en fait, donc nous, on lui demande de retirer le drapeau. Mais après, en fait, moi, j'ai une séance de questions au gouvernement qui s'interrompt. Parce que les députés, il y a un brouhaha monstrueux dans l'Assemblée, un chahut pas possible, etc. Comme quand il y a eu le « qu'il retourne en Afrique » de Grégoire de Fournas, qui était aussi dans une séance de questions au gouvernement. En fait, la séance de questions au gouvernement est interrompue. Et ça, c'est problématique, que par son action, un député interrompe une séance de questions au gouvernement ou une séance de l'Assemblée nationale. Parce que, en fait, la séance de questions au gouvernement, c'est vraiment l'action de contrôle de l'Assemblée sur le gouvernement. C'est notre mission constitutionnelle. Et à cause de ces incidents, eh bien, la séance ne peut plus se tenir. Les députés ne peuvent plus poser de questions au gouvernement. Donc, c'est grave. Après, ce qui est important de rappeler à tes auditeurs, c'est que les sanctions les plus graves, ça n'est pas moi qui les prends.
C'est pas Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui peut exclure un député. Oui, c'est l'accord de plusieurs députés. Ah, mais c'est pas l'accord de plusieurs députés. En l'occurrence, là, c'était les députés macronistes et RN. Non, c'est l'accord de toute l'Assemblée nationale. Il faut un vote. En fait, les 2 sanctions les plus lourdes à l'Assemblée nationale nécessitent un vote de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un vote du bureau, ce n'est pas un vote de la conférence des présidents, ce n'est pas un vote de quelques-uns, c'est de l'Assemblée nationale. Donc les 577 élus de la nation vont voter pour savoir si un de leurs membres doit être exclu du fait d'un acte illicite qu'il a commis. Et donc l'Assemblée nationale l'a fait à 3 reprises, mais c'est les députés qui votent. Et c'est bien comme ça. Moi, je ne voudrais pas détenir ce pouvoir à moi toute seule. Tu imagines, Yaël Braun-Pivet pourrait dire « toi oui, toi non, toi dans les... » Tu vois, c'est pas possible. Mais pourtant, aux yeux du grand public qui ne maîtrise pas tous les codes, c'est Yaël Braun-Pivet qui est responsable. Tu le sais. C'est pour ça que je l'explique et que je l'expliquerai inlassablement, parce que c'est important aussi, surtout sur le plan du principe démocratique. Il ne faudrait pas... Et tu vois, il y a des groupes politiques là qui viennent dire « Ah ouais, quand il y a du bazar à l'Assemblée nationale, il faudrait que le président de séance puisse sortir un député de séance. » Moi, je suis contre. Je suis contre parce que, en fait, ça serait très discrétionnaire que ça repose sur une seule personne. Et c'est grave de retirer à quelqu'un la possibilité d'être en séance parce que tu lui retires son droit de vote, tu lui retires son pouvoir d'expression, etc. Donc c'est important que ces décisions-là soient prises par l'ensemble de l'Assemblée nationale. Et il faut que ça reste comme ça. J'aimerais te montrer une photo. On arrive sur la fin de cet entretien, de cette interview. Alors, à gauche, c'est une photo extraite de ton compte Instagram. J'ai remarqué que tu étais extrêmement souriante, tout le temps en train de rire, tout le temps le sourire aux lèvres sur les réseaux sociaux. C'est très gai. Versus à l'Assemblée, on te voit dans une position, mais c'est normal, beaucoup plus formelle, beaucoup plus ferme, beaucoup plus fermée. On le voit dans le visage. À gauche, il est ouvert. À droite... Non, mais là, cette photo-là, c'est en plus le jour de l'élection. C'est la 2e élection, c'est en 2024. On sait que c'est super tendu, c'est après la dissolution, etc. Donc le contexte politique, il est super grave. Quand tu regardes mon livre, la couverture de mon livre, je ne sais pas si tu l'as, mais je souris. Oui. Et pour le coup, je suis au perchoir. Donc ça prouve bien que je suis capable de sourire au perchoir. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre. C'est pour dire, pour essayer d'humaniser. Parce qu'en fait, les gens, on est quand même... Il y a ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas hyper nombreux, même si les réseaux marchent bien. Mais c'est vrai qu'on me voit au perchoir, donc on voit quelqu'un dans sa fonction. Et j'ai voulu, à travers mon livre, aussi venir expliquer ce qu'il y avait derrière. Ce qu'il y avait derrière mon parcours, ce qu'il y avait, le ressenti qu'on pouvait avoir quand on était au perchoir. Je raconte un peu, j'essaye de dire aux Français, venez aussi à ma place, venez avec moi, je vais vous emmener à l'Assemblée nationale, je vais vous emmener sur le perchoir et vous allez voir à travers mes mots, à travers mes yeux, ce qu'on ressent quand on est au perchoir et ce qu'on ressent quand il y a eu des événements, et je reviens sur ces événements-là. C'est aussi pour essayer de leur faire partager ce vécu, parce qu'autrement, ils peuvent penser qu'on est vraiment, voilà, on est des images un peu froide, un peu... on n'est pas fait de chair et de sang, finalement, on est des politiques, on est des professionnels, etc. Je voulais aussi leur montrer que je ne suis pas une professionnelle de la politique, que j'ai une vie personnelle, que j'ai une vie affective, etc., que j'ai une vie de maman, et que c'est tout ça, Yaël Braun-Pivet, et c'est tout ça, les hommes et les femmes politiques aujourd'hui dans notre pays. Signature de l'interview chez Zira pour terminer. Ouais. C'est les petites questions du tac au tac. Ça tu dois répondre très rapidement, et ça n'a rien à voir avec la politique, quasiment. Ok. C'est quoi le plat que tu aimes le plus cuisiner, Yaël? C'est le plat pour mes enfants, c'est des boulettes et des spätzle que je fais à la maison, à la main. Et c'est le plat que me faisait ma grand-mère, que j'adorais. Et donc, c'est le plat traditionnel des anniversaires de mes enfants. Donc, pour les 5 anniversaires des enfants, nous mangeons des boulettes et des spätzle. Donc, vous en mangez souvent? Donc, on en mange souvent, mais ça montre aussi que, voilà, on a la tradition. C'est moi qui cuisine pour eux, pour ce jour d'anniversaire. Et donc, vous voyez, tout à l'heure, je te disais, les enfants savent que je leur porte de l'attention. Ben, je trouve que ça, c'est typiquement de l'attention basique qu'on porte à ces enfants. Je leur fais le plat qu'ils aiment pour leur anniversaire. Est-ce que tu as une skincare, une routine beauté? Alors, non, aucune. Non, j'ai quand même si je fais des efforts sur le maquillage et tout, j'ai pas de routine particulière. En fait, ma routine, c'est vraiment, pour le coup, pour mon corps, c'est d'aller nager.
Pas de crème hydratante? Si, je me mets de la crème hydratante comme tout. Voilà, je me mets de la crème hydratante. Oui, parce qu'en plus, avec les traitements, ta peau, ça sèche. Et puis avec l'âge, la ménopause et tout ça. Donc, je mets de la crème hydratante. Je prends soin de moi. Mais je suis pas... voilà, je fais pas très, très attention quand même aux produits, etc. Tu binges une série en ce moment? En ce moment, non. En fait, parfois, effectivement, mais c'est typiquement ça, je binge, c'est-à-dire que je commence à 14h et je vais terminer quand j'ai fini la série, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de saisons. Et ça fait partie de mes critères, justement. Les séries qui ont trop de saisons, je les élimine parce que ça va me prendre trop de temps, comme je ne sais pas, en fait, m'arrêter. Donc, en fait, si je commence, il faut que je termine. Donc, j'aime bien les séries en une saison, 2 saisons. Là, je peux binger en paix. T'as une manie ou un toc qu'on ne connaît pas? Ma manie, c'est les noisettes. Et je mange des noisettes tout le temps, partout. J'aime ça. Donc, à la maison, j'ai des pots de noisettes. Au bureau, j'ai un pot de noisettes. Voilà, j'ai des noisettes partout. Ça va être... c'est ma petite manie, ouais. Les chansons que tu écoutes toujours avec autant de plaisir? Goldman. Ouais, ça je sais, tu le dis. Ça, je ne m'en lasse jamais. T'adores les concerts d'ailleurs, on apprend. J'adore les concerts, donc j'aimerais tellement qu'ils reviennent sur scène. Mais c'est ça, c'est Chaka Ponk. J'aime bien. En fait, j'aime de plus en plus. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne. J'étais fan de Bowie, de Cure, de U2, de Dépêche Mode, etc. C'était vraiment toute cette époque très new wave et j'allais dans les concerts, etc. C'est vrai que je continue. Plus le temps passe, plus je suis chanson française d'aujourd'hui ou d'hier. J'aime bien, et puis j'aime bien chanter. Et puis à la maison aussi, souvent mes enfants, il y en a un qui se met au piano, l'autre qui prend une guitare et on chante et c'est sympa. Quel est l'adversaire politique que tu apprécies le plus? L'adversaire politique que j'apprécie le plus, en fait, j'avais une tendresse particulière pour André Chassaigne, mon adversaire au Perchoir en 2024, qui était le président du groupe communiste, qui est quelqu'un de formidable. Et puis, j'aime les interventions, la façon d'être, ça va te surprendre, de Robert Ménard. En fait, je trouve, je ne partage pas la plupart de ses opinions, mais je trouve qu'il est très... j'aime son côté direct, très pragmatique. Et puis, il est élu de terrain. Et tu sens que, voilà, il y a ce côté très terrain qui l'anime. Et donc, même si nous nous combattons, je trouve que c'est intéressant. Et enfin, qu'est-ce que tu prévois pour 2027? Justement, je suis incapable de rien prévoir. Moi, mon plus grand bonheur, c'est d'improviser les choses. Et tu vois, là, il y a quelques mois, je suis partie en vacances avec 2 de mes enfants. On était au volant d'une voiture et je leur ai dit, on ne prévoit rien. On est parti en Norvège. Nous ne savions jamais où nous allions dormir le soir même. Et c'est comme ça que je suis la plus heureuse. J'aime que la vie me surprenne, en fait. Et donc, 2027, pour moi, c'est... Il n'y a jamais eu de président de l'Assemblée nationale devenu président? Jamais. C'est pas du tout, la présidence de l'Assemblée n'est pas du tout l'antichambre de la présidentielle. On peut le comprendre, mais en tout cas, c'est pas. Je pense que, en fait, tous ceux qui pensent aujourd'hui à la présidentielle, je comprends qu'on s'y prépare. Il faut s'y préparer parce que c'est une charge qui est très lourde. Mais en revanche, il faut aussi jouer la partie d'aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est nous, par exemple, qui sommes aux responsabilités, et donc nous avons les manettes aujourd'hui. Et en fait, je ne vois pas comment on peut briguer 2027 sans agir aujourd'hui avec les manettes qu'on a dans les mains. Merci Yael Braun-Pivet, on te retrouve tout simplement, on peut découvrir ton histoire dans ton livre qui s'appelle À ma place aux éditions Bucher-Chastel et on te retrouve, tu es très active sur les réseaux sociaux, au-delà du Perchoir. Sur Instagram, c'est yael.braun-pivet, ton compte TikTok, parce qu'il y a un compte TikTok, oui, c'est Yael Braun-Pivet, le compte X, donc anciennement Twitter, c'est Yael Braun-Pivet de partout. Merci. Merci pour cet beaucoup. entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité politique en interview chez Zira. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.